Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque j'ai un étudiant qui est venu vers moi, voilà, Corentin, que je salue, qui est venu vers moi avec quelques questions pour un mémoire en fait autour du jeu vidéo, notamment sur l'attraction de nouveaux joueurs. Et je me suis dit plutôt que de lui répondre par écrit à ces 9 questions, bah, finalement que j'allais lui faire une vidéo. Et je me suis dit bah ça peut en fait être assez intéressant pour vous aussi d'avoir mon retour sur ce domaine. Moi, c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement. J'ai pas mal de choses à dire sur le domaine. euh, et je me suis dit, bah allez, j'en fais une vidéo et puis je vais vous la partager aussi. Donc ça nous permettra d'en discuter. N'hésitez pas évidemment à me mettre en commentaire vos pensées par rapport à ce que moi j'ai pu émettre comme idée. Puis vos avis sur la question, ça pourrait être très intéressant. Je commence par la première question de Corentin qui est: que penses-tu du jeu vidéo en 2024? Alors une question un peu vaste, un peu vague, pas mal de choses à dire sur le jeu vidéo. Je dirais qu'en 2024, malgré tout, ça s'essouffle pas mal. Il y a de plus en plus de reboots, je trouve, sur le marché. Je trouve que énormément de jeux se ressemblent de plus en plus. Le game as a service tel qu'on le connaît, notamment avec Fortnite, avec Fall Guys, avec Apex, etc., bah, perd un peu de la puissance, en tout cas à mes yeux. Je trouve de moins en moins d'intérêt, je me rabats de plus en plus sur le jeu indépendant. Je me surprends au lieu de jouer à toutes les grandes productions AAA, à finalement à jouer à Balatro toute la soirée. Euh, donc du coup finalement je suis assez mitigé sur cette année 2024, mais j'étais un peu pareil en 2023 déjà. Est-ce que je suis devenu un joueur aigri? Je sais pas trop. Si on regarde les sorties en fait des jeux vidéo en 2024, on a du Star Wars Outlaws, Stalker 2. Du côté de la Switch, on a Princess Peach Showtime qui est bof. On a le nouveau Mario Party, bah, qui est juste un nouveau Mario Party, donc c'est pas non plus une innovation. Le Prince of Persia The Lost Crown, qui est un Metroidvania qui est plutôt sympathique, mais voilà, encore une fois, rien de vraiment révolutionnaire. Hades 2, c'est Hades 1, mais 2. Silent Hill 2, bah, littéralement un remake. Voilà, donc on n'est pas. Le nouveau Call of, bon, bah, c'est les mêmes Call of depuis moult années, etc., etc. On a effectivement Dragon Ball Sparking Zero, mais qui là aussi est une renaissance d'une licence oubliée qui était Tenkaichi Budokai. Donc cette année, finalement, très peu de réelles nouveautés, très peu de réelles innovations, tant techniques que graphiques. Donc je pense que c'est une année de transition pour moi 2024 et que le plus gros est à venir en 2025 et 2026. En tout cas, les Game Awards de décembre nous le diront, je l'espère, évidemment. Deuxième question, quel est pour toi le meilleur studio actuellement? Ouah, c'est difficile de répondre à cette question-là, je sais pas. L'Ariane, L'Ariane, je dirais. L'Ariane Studios, ceux qui ont fait Baldur's Gate, puisqu'ils ont une approche qui est déjà ultra clean sur leur développement. Ils n'épuisent pas leurs salariés. Ils font pas du crunch à tout va. Leur studio a l'air, en tout cas, de prime abord, assez sain. Lors des prises de parole, notamment lorsqu'ils ont gagné les awards l'année dernière, il y a eu des prises de parole en mode bah voilà, vous prenez pas soin de vos salariés, etc. Donc il y a des prises de position quand même assez fortes qui critiquent l'industrie. Donc plutôt cool là-dessus. Donc l'Ariane Studios, je dirais que c'est un des meilleurs studios aujourd'hui. Euh, En tout cas pour ce qui est de prendre soin de ses salariés, de faire les choses bien, d'écouter la communauté, de créer une expérience qui soit vraiment au plus proche de ce que veulent les utilisateurs. Voilà, je dirais que c'est l'Ariane Studios. Et pourtant, moi, j'aime pas trop Baldur's Gate. Hein. C'est pas trop mon truc, j'ai joué et tout. Mais force est de reconnaître qu'en termes de meilleurs studios, je pense qu'aujourd'hui, c'est eux. En tout cas, ils sont clairement bons dans ce qu'ils font et méritent évidemment toute la reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Je mettrai aussi CD Projekt dedans. Malgré tout le drama qu'il y a eu autour de Cyberpunk, ils ont réussi à faire de Cyberpunk un bon jeu. Mais ça reste quand même, ils ont quand même créé un précédent avec Cyberpunk, notamment sur toute la thématique de précommande. Donc voilà, bon. En tout cas, l'Ariane Studios, plutôt sûr là-dessus, quoi. Troisième question, les studios sont-ils en mesure de prendre plus de temps pour développer les jeux? Ils devraient être en mesure de, mais ils ne sont pas en mesure de. Le marché du jeu vidéo, il est en crise de fou. Il est en crise de fou.
Ubisoft est un très bon exemple de ça, notamment si on en suit cet article du Monde. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir, du coup, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 novembre 2024. Les salariés d'Ubisoft sont en grève pour le télétravail et les salaires. Plus de 700 personnes en grève, 700 salariés sur les 4000, donc c'est gigantesque. L'action boursière d'Ubisoft a pris une torgnole monumentale. Bourse. Ce qui peut être une bonne occasion d'investir, hein, je ne dis pas. Quand on regarde sur 6 mois, on voit à quel point ça a craché. Donc pour l'industrie du jeu vidéo français, Ubisoft, c'est quand même un mastodonte. Donc il se prend une certaine claque. Après, bon, faut aussi dire que d'un point de vue purement création, on n'est pas sur de grosses innovations depuis 10 ans. Hein. Je trouve que la vraie innovation qu'il y a eu, la dernière vraie innovation, alors là je vais être de mauvaise foi, mais je dirais que c'est Steep. Steep, c'était un jeu de sport. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous avez joué à Steep, mais Steep c'est un jeu de sport donc plutôt sympathique où vous aviez vraiment un univers open world ultra quali, ultra sympa à jouer. Donc là il est un peu mal vieilli, hein, mais si vous avez une compo qui fait tourner de très beaux jeux, vraiment en ultra c'est un délice. Le jeu est encore un délice aujourd'hui visuellement. Là le trailer a un peu mal vieilli, ça rend pas trop bien le jeu je trouve. Mais Steep un jeu monstre. Donc je dirais que les studios devraient mettre plus de temps, sauf que les actionnaires, la crise, etc., fait que les périodes de crunch sont de plus en plus fréquentes. Les games as a service, notamment Fortnite, a créé du nouveau contenu tous les 3 4 mois pour faire revenir leurs utilisateurs et maintenir le flux de joueurs, fait que ça a créé un peu un standard nul en fait dans l'industrie il faut sortir vite, il faut délivrer vite, il faut mettre à jour vite, etc. No Man's Sky avait créé un précédent à l'époque. Hein. No Man's Sky, la sortie de No Man's Sky, rappelez-vous, était désastreuse. Cyberpunk, la sortie était désastreuse. On ne parle même pas des jeux Bethesda, qui, lorsqu'ils sortent, sont complètement buggés. Voilà, donc les entreprises ont besoin de plus de temps. À cause de Cyberpunk, les entreprises ont bien pris conscience de ça, que de se faire chier dessus en sortant son jeu un an trop tôt, ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc je dirais que de plus en plus de studios vont prendre leur temps. Rockstar est un très bon exemple, euh, avec effectivement GTA 6. Alors on a aussi un exemple extrême de prendre son temps, Star Citizen, mais c'est un autre débat. Donc ils devraient prendre de plus en plus leur temps. J'ose espérer que les investisseurs leur laisseront la possibilité de prendre leur temps de plus en plus, même si, pour être honnête, j'émets de gros doutes là-dessus. Question 4. La course au graphisme est-elle encore justifiée? Dur à dire. Elle est justifiée puisque c'est qui a la plus grosse. Hein, ça a toujours été comme ça. Mais même dans le hardware, vous regardez les cartes graphiques, etc. Qui fera tourner les plus grosses compos, qui aura le système d'optimisation le plus poussé, etc. Donc en soi, oui, la course au graphisme, elle reste justifiée puisque c'est un marché du jeu le plus beau. Vous voyez, pensez expérience vidéoludique. Attends, je parle comme un gars de 60 ans. Euh, une expérience vidéoludique qui vous a marqué. Je sais pas. Hein. Moi, par exemple, je pense visuellement à The Last of Us, même si, pareil, j'ai pas aimé le jeu. Je trouve que c'est une claque visuelle assez folle. Spider-Man aussi. Donc les grosses productions AAA, etc., qui graphiquement envoient, bah, c'est leur proposition de valeur à ces jeux, à ce marché du AAA. Il faut que ça soit beau, et parfois le gameplay pêche un peu, ou est assez répétitif. Spider-Man, gameplay incroyable, mais très répétitif, notamment. Donc la course au graphisme, elle est justifiée dans le domaine du AAA, je dirais. Mais quand vous regardez dans le domaine du jeu indé, bah là trop, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi les mots, hein, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que le jeu soit vraiment graphiquement au point? C'est le gameplay qui nous intéresse, c'est le gameplay qu'on recherche, et à la limite, la DA doit être soignée. Là, vous avez une DA qui est quand même très très soignée. Là, on va faire jouer n'importe quel. Oh yes, la bonne pub. Les pubs, vive les pubs. Euh,
d'un gameplay de Balatro, voilà, vous avez quelque chose d'assez traditionnel, mais avec une DA qui lui est propre. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du graphisme, il faut une vraie DA au service du gameplay. Et c'est ce qu'a totalement compris le jeu indé. Et c'est le principe de base du jeu indé, c'est de faire ça. Donc, c'est deux marchés différents en tout cas. Cinquième question. Les studios doivent-ils embaucher plus de monde en interne et de moins sous-traités? Ça dépend du besoin. Je pense que de répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Désolé Corentin, je critique ta question, mais je pense elle est pas assez bien tournée, je dirais. Les studios doivent-ils embaucher plus de monde en interne et le moins sous-traiter? Mais en fait, il y a une vraie difficulté à embaucher de bons profils, puisqu'il n'y a pas nécessairement le budget. La pété du marché du jeu vidéo, c'était bien en temps de Covid, hein, ça a pris des proportions monstres. D'ailleurs, je vous encourage à lire, pardon, à écouter ou à regarder le documentaire de Combini qui, à ma grande surprise, est capable d'un journalisme de qualité sur un format long et moins du sensationnel. Donc ça, vraiment, ça me fait un plaisir incroyable, qui est le docu jeu vidéo la plus grosse crise de son histoire. Donc vraiment, allez regarder ça. C'est 55 minutes de pur plaisir. Vraiment, le docu est ultra qualitatif. Voilà, j'ai pas plus de trucs à vous dire que ça pour vous vendre le documentaire. Vraiment très très bon contenu. Allez regarder ça. Donc plus dur de bien embaucher en fait. La sous-traitance, c'est rapide, c'est efficace, c'est parfois moins cher. Donc encore une fois, c'est une question d'investissement, c'est une question de délai à tenir. Voilà, c'est très compliqué de répondre de manière binaire à cette question. Question 6. Est-ce que la communication est suffisamment maîtrisée par les studios? Oui, je dirais que oui. Peut-être même un peu trop. Peut-être qu'on privilégie un peu trop la communication aujourd'hui pour vendre des préventes. Pour quitte à décevoir les gens, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la course à effectivement qui a la plus grosse, qui va être le plus trollesque, qui va être le plus mémorable, qui va être le plus grandiloquent, en fait. Là où l'indé est plus maîtrisé, là où l'indé est plus proche de sa communauté. Là où dans les gros studios, ce qui fera la différence sera le bon community management, le très bon community manager qui sera proche de sa communauté. Donc, je dirais que la communication est globalement suffisamment maîtrisée. N'est pertinente que la communication qui sort du côté très corporate, je dirais. Typiquement, moi je trouve que Bethesda a une communication qui est beaucoup trop corpo. C'est devenu un running gag hein, d'entendre le CEO de Bethesda qui s'appelle Todd Howard, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Todd Howard, voilà, qui parle toujours, par exemple, quand il a survendu Skyrim, quand il a survendu Fallout 76. Fallout 76, Skyrim, il a pas trop survendu, mais Fallout 76, mais quel bide quand il a survendu leur nouveau jeu dans l'espace, dont j'ai oublié le nom, c'est pour vous dire, alors que tout le monde en parlait. Ça s'appelle ce jeu dans l'espace Bethesda, jeu espace. Starfield, voilà. Les gens y ont joué 3 semaines et ont laissé tomber, alors que c'est un bon jeu. Hein. Mais ça a été survendu. Donc attention à pas trop en faire. Moi je dirais que par exemple, si je devais donner des exemples de très bonne communication, je dirais Devolver. Devolver avec leur Devolver Show, avec Volvi évidemment, qu'on aime retrouver à la Summer Game Fest. Et en fait, se soustraire de tout ce qui est très corporate, si vous regardez les Game Awards avec Jeff Keighley, si vous regardez tout ce que fait Jeff Keighley, de toute façon, qui est le journaliste corporate par nature, et l'homme qui aime peut-être le plus Hideo Kojima dans le monde, tant que ça en est un running gag, lui c'est too much. C'est too much, on est sur une communication qui est trop corpo, ça parle pas aux joueurs, mais en même temps ça devient un mème, donc ça parle un peu aux joueurs. Vous voyez le truc? On est obligé de détourner le matériau de base pour que ça en soit une communication qui soit marrante en fait. Les influenceurs ou les streamers reprennent les confs pour en faire du contenu divertissant, je pense notamment à Mister MV. Que j'embrasse, comme si je le connaissais, alors que pas du tout, évidemment, mais on l'embrasse quand même.
qui fait des confs qui sont toujours très divertissantes en fait, en trollant un peu ce que fait Jeff Keighley et le côté un peu trop corporate à l'hollywoodienne, quoi. Vraiment un peu too much. Question numéro 7. Est-ce que les studios sont à l'écoute des joueurs? Ouais, de plus en plus. De plus en plus, et ceux qui ne le sont pas se prennent de grosses torgnoles. Ubisoft, notamment, bonjour. Ils ont déjà du mal à être à l'écoute de leurs salariés, donc bon, un autre débat. Donc je dirais, ouais, les studios sont de plus en plus à l'écoute de leurs joueurs, encore plus dans l'indé. Encore une fois, le futur du jeu vidéo, il est dans l'indé, tout comme le futur de la tech est dans les startups. C'est dans les studios où il y a le moins de process possible et le plus de possibilités de création que c'est possible d'innover réellement et de proposer de nouvelles expériences. Et pourtant, vous avez d'énormes studios, notamment l'Ariane Studios ou Rockstar, qui est très proche de sa communauté aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes un mastodonte que vous êtes condamné à ne pas écouter la communauté. Donc je dirais que les studios sont de plus en plus à l'écoute des joueurs, parce qu'au final, ce sont les joueurs qui payent. Et les sociétés qui l'oublient le payent très cher, justement, de plus en plus. Et c'est tant mieux. Je pense que c'est pas plus mal là-dessus. Question 8. Les studios peuvent-ils se séparer définitivement du physique? Faire du figital. Alors, il faudrait définir ce que c'est le figital. J'imagine un contenu à la fois physique et numérique, ce qui est le cas de partout. Globalement, les jeux se vendent quasiment exclusivement en physique et en numérique à la fois. C'est rarement que du numérique, rarement que du physique. Alors déjà, que du physique, c'est impossible aujourd'hui. Donc déjà, se séparer définitivement du physique, je pense que c'est la norme. Et qu'à terme, on ne vendra plus de jeux physiques. Ce qui est dommage pour la revente. Hein. Nintendo, hein, qui aime bien s'engraisser à coups de jeux de 70 balles sur leur Play Store. Enfin, c'est pas un Play Store, mais sur leur store à eux. Alors que une petite cartouche achetée chez Leclerc ou à la Fnac, c'est 45 balles. Et après, derrière, on peut la revendre à un pote ou sur Vinted. Ce qui a d'ailleurs été mon cas. J'ai revendu tous mes jeux, moi personnellement. Ne jouant plus à la Switch. Chose que j'aurais pas pu faire si je les avais achetés en démat. Et c'est tout le débat aussi qu'il y a eu avec qui a le débat de loi autour des jeux qu'on achète dématérialisés, notamment vis-à-vis de Steam. Est-ce que les jeux nous appartiennent? Est-ce qu'ils sont à nous? Pas vraiment, parce que si le jeu disparaît de la plateforme ou si on vous supprime votre compte, vous n'avez plus rien alors que vous avez acheté. Donc vous achetez pas vraiment le jeu, vous achetez le droit d'accès au jeu. Donc dans le futur, de toute façon, il n'y aura plus de jeux en physique, mais j'espère qu'il y aura une meilleure régulation de l'appartenance qu'on a des jeux qu'on achète en démat. Ça, c'est important. À voir comment ça pourrait se faire. Peut-être intégrer à la blockchain. La technologie blockchain est quand même assez intéressante pour la certification. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Mais regardez les jeux, enfin les abonnements, le Game as a Service, hein, encore une fois, mais les SaaS d'abonnement gaming, comme le Game Pass, qui a mis une énorme claque au marché. Un peu comme l'avait fait Free. Moi, je trouve que c'est un peu le même exemple que Free d'un point de vue purement marketing. Même si c'est un mastodonte bien plus énorme parce que c'est Microsoft derrière et qui a racheté notamment Bethesda, Activision, enfin Blizzard Activision, et qui essaye de racheter de plus en plus de studios pour avoir un catalogue de plus en plus gros pour devenir le monopole finalement du jeu as a service. Enfin en tout cas de la vente de jeux à abonnement. Donc ouais, clairement c'est la référence. Aujourd'hui, tout comme aujourd'hui on n'achète plus de DVD, on a un abonnement Netflix. On va de moins en moins au cinéma, on a un abonnement Netflix parce que pour le prix d'un abonnement Netflix, vous avez accès à un catalogue énorme et c'est le prix d'une place au ciné. Donc forcément, tout se numérise. Question 9, et on finira là-dessus. Et c'est très intéressant comme question pour se finir là-dessus. Est-ce que les joueurs sont-ils devenus trop exigeants? Moi, je suis un joueur, j'ai 31 ans, je joue depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé à jouer sur la Sega Master System 2. Faudrait que je vous montre un peu tout ça. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder ça qui n'ont pas l'âge de connaître la Sega Master System 2, qui est cette console-là. La Master System 2 qui est un banger. Hein. C'est génial, c'est un délice de chaque instant. Vous lanciez le jeu, vous lanciez la console comme ça, sans jeu, vous tombiez sur Alex Kidd in Miracle World. J'ai un accent de fou. Alors ça, c'est la version revue, mais la vraie version qui était incroyable est celle-ci. Et alors je vous mets pas le son, on sait jamais, au cas où des DMC et tout. Mais ça, c'était incroyable. Est-ce que le joueur est devenu trop exigeant aujourd'hui? Oui. Moi, avant, là-dessus, je m'éclatais. C'était la merguez party.
Sauf que je jouais à ça 20-30 heures parce que j'avais que ça comme jeu. Et pareil, quand j'étais sur le Game Boy et tout, j'avais Pokémon Jaune, j'avais Zelda sur Game Boy Color, j'avais Ocarina of Time, pas Ocarina of Time, Oracle of Seasons, Oracle of Time. Et c'était ciao. Et je m'amusais très bien là-dessus. Et je jouais des heures et des heures au même jeu. Et je recommençais le même jeu. Aujourd'hui, sur ma bibliothèque Steam. Ah, attendez, hein, je vais vous montrer ma bibliothèque Playknight. Hop. Playknight, c'est un. Pour info, je fais pas la pub. Enfin, je fais la pub, mais je suis pas sponsorisé. C'est un outil open source qui vous permet de mettre tous vos jeux de tous les launchers. Sur Playknight, regardez, j'ai 35 jeux installés, 1709 jeux. J'ai 1709 jeux, tout launcher confondu. Donc autant vous dire que c'est un peu la fête, hein, vous voyez. Avec, en termes de stats, si on regarde, le jeu le plus joué, Rocket League, 231 heures. La dernière fois que je jouais à Rocket League, ça devait être il y a 10 ans. Hein. Donc, bon, et encore, hein, c'est pas toutes mes stats de jeu. Hein. Donc il y a évidemment plein de jeux qui n'ont pas été statés ni traqués. Je pense notamment au jeu Blizzard. Mon temps de jeu sur World of Warcraft, on ne le compte plus, même si ça fait moult années que je n'y ai pas touché. Donc ouais, les joueurs sont devenus trop exigeants parce qu'il y a trop de jeux. Faut faire le tri aujourd'hui. Il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux, il y a trop de consoles, il y a trop de supports. Il y a un jeu qui sort toutes les 30 secondes. C'est un bordel. Donc forcément, c'est pour ça que derrière, on a des délais de plus en plus tendus pour sortir des jeux, parce qu'il faut aller au plus vite. Il faut être à jour technologiquement, il faut avoir un gameplay innovant, mais il faut aussi faire plaisir aux actionnaires. Je pense notamment aux grosses sociétés. C'est trop compliqué aujourd'hui de sortir un jeu. C'est un marché qui est ultra bouché. Le marché de la tech prend ultra cher, mais alors le marché du jeu vidéo encore pire. Regardez encore une fois le documentaire de Combini là-dessus. Très très bon travail de journalisme, encore une fois de la part de Combini. Je tiens à le saluer, encore une fois, c'est pas toujours. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, les joueurs sont devenus trop exigeants, mais il y a trop de jeux. Faut faire le tri. Donc soit vous faites comme moi, vous prenez des jeux doudous qui sont très peu engageants, comme Balatro, comme faire une run de TFT, comme faire une run de Isaac. Voilà, des jeux qui sont pas très engageants temporellement parlant. Soit vous lancez dans de grandes aventures, mais il faut que ça soit stylé. Par exemple, actuellement, je joue à God of War Ragnarok. Et je passe un très bon moment, mais parce que j'ai de l'affect pour la licence. Donc, je suis biaisé par nature. Le jeu est pas plus révolutionnaire que le premier. Le premier était révolutionnaire parce que c'était le reboot, etc. Et c'était tout nouveau. Là, le deuxième, c'est le 1.2. Hein. De la même manière que Hades 2, c'est le 1.2. Donc, c'est mieux, mais c'est la même chose. Hein. C'est la même soupe. Donc, mais la soupe reste savoureuse et je passe un très bon moment. Donc ouais, les joueurs sont devenus trop exigeants, mais en même temps, il faut l'être. Il faut l'être, il faut arrêter surtout d'accepter des jeux... des jeux aux microtransactions, il faut arrêter d'accepter le principe de précommande, il faut arrêter de précommander vos jeux. S'il y a un créateur de contenu que je devrais vous recommander dans le domaine du jeu vidéo, c'est Jean-Baptiste Chaud. Jean-Baptiste Chaud, qui est un journaliste indépendant qui fait du contenu, mais d'une qualité incroyable sur YouTube, toujours bien travaillée, toujours marrante, très bien écrite, un bon storytelling. Il faut aussi des lives qui sont très sympas. Donc Jean-Baptiste Chaud, je vous montre hop, partage d'écran. Donc notamment le enfin un jeu créatif, dernière grosse vidéo qu'il a faite sur Alan Wake 2, un banger. Ouais, typiquement on parlait de communication bien maîtrisée, Alan Wake 2 incroyable, d'une grosse société qui pourtant gère bien le truc, bah, le studio d'Alan Wake 2, donc qui a fait ça de manière vraiment superbe. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi Alan Wake 2. C'est quoi le studio qui a créé Alan Wake 2? Ah, c'est Remedy, oui, évidemment. Ceux qui ont fait Control et tout. Remedy, très bon studio pour revenir sur le meilleur studio actuellement. Remedy fait partie, selon moi, des meilleurs studios de jeux vidéo aujourd'hui avec l'Ariane. Donc, ouais, totalement Remedy pour revenir là-dessus. J'ai plus d'affect pour Remedy parce que j'adore ce qu'ils font. J'adore leur multiverse autour de Control, d'Alan Wake 2, autour du scénariste aussi, hein, lui qui est Sam Lake, qui joue son propre personnage. Le côté brisage de quatrième mur, etc. Bref, en termes de narration,
Alan Wake, incroyable, hein. Bref. Donc ouais, les joueurs sont devenus trop exigeants, mais c'est normal. Il y a de plus en plus de, il y a de plus en plus de jeux. On vend les jeux de plus en plus cher. Le marché est en crise. Les gens n'ont pas d'argent, en tout cas de moins en moins. Donc quand il faut mettre 60 balles dans un jeu, je peux vous dire que ouais, je sais être exigeant et il faut l'être. Voilà. Donc voilà, Corentin, j'espère que cette petite demi-heure t'aura apporté des choses, aura répondu à tes questions. Bon, évidemment, je te laisserai revenir vers moi si tu as d'autres questions. Pour les autres viewers de cette vidéo, à savoir, elle sera à la fois sur ma chaîne pro, donc professionnelle, parce que bah, je parle aussi de sujets qui me plaisent, même si c'est très orienté tech et business, mais aussi sur ma chaîne, du coup, divertissement, voilà, Twitch, donc sur ma chaîne YouTube associée. Donc, où que vous voyez ça, bah, merci déjà d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, excusez-moi, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Oui, cette vidéo aurait mieux marché si j'avais fait un montage, si j'avais fait des vidéos en fond, comme peut le faire bah, notamment Combo dans la narration, etc. Je pense que ça aurait pu être intéressant de faire ça. Mais beaucoup de travail. Je suis pas sur ce créneau-là actuellement. J'ai du boulot moi aussi. Donc je vous ai quand même fait ce petit format qui s'écoute un peu aussi en podcast. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était sympa à regarder quand même. Sympa à consommer comme type de contenu, à laisser en fond, etc. Moi je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la prochaine tout simplement.